Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Hier, jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au prince de la Rochefoucauld-Mobel de l'Ordre de Malte qui indique que son pays entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Une convention a été signée à l'occasion pour la formation des agents de santé en Côte d'Ivoire. Vous le verrez dès le début de ce journal. Dans ce journal également, nous irons à Washington DC, aux États-Unis, où se trouve depuis quelques jours la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara y est en lobbying pour présenter les acquis et les initiatives menées par la Côte d'Ivoire contre le phénomène du travail des enfants dans les plantations de cacao. Hier jeudi à Bruxelles, après la fin de la visite officielle du président congolais en Belgique, Félix Tshisekedi a rencontré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Les deux hommes ont discuté de la relance de la coopération entre l'Europe et la RDC, même si la question des sanctions européennes à l'encontre du pays est présente dans tous les esprits. Incident technique sur le réseau électrique haute tension. La compagnie ivoirienne d'électricité informe son aimable clientèle que plusieurs incidents techniques survenus hier jeudi 19 septembre 2019 à 15h41 et 22h47 ont été ont occasionné des perturbations dans l'alimentation en électricité de plusieurs communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La fourniture en électricité a été rétablie sur l'ensemble du territoire national dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 septembre. La compagnie ivoirienne d'électricité présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés. Les équipes de la CIE restent mobilisées et se tiennent à la disposition de la clientèle. Pour toute information complémentaire à son centre de relations clients ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est joignable au numéro d'appel 179. Dominique Ouattara est à Washington, aux États-Unis, depuis quelques jours. La première dame de Côte d'Ivoire y enchaîne des audiences et des séances de travail. L'objectif est de présenter les acquis et les initiatives menées par la Côte d'Ivoire contre le phénomène du travail des enfants dans les plantations de cacao. Hier, elle a pris part à une table ronde à l'Atlantic Council Offices, en présence de notre reporter Alexis Ouedraogo. 12e étage de l'Atlantic Council Office, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prend part à une table ronde sur la problématique de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Y participent également des personnalités politiques, de hauts cadres de l'administration américaine et des hommes et femmes de la société civile. Selon les études conduites par le secrétariat américain du travail, 85% des enfants impliqués dans la cacaoculture vont à l'école, vivent avec leurs parents et vont occasionnellement au champ avec eux en dehors des heures de cours. L'ONG Vérité et Walk Free Foundation estime le nombre d'enfants victimes de travail forcé dans la production de cacao à 0,17%. Des chiffres qui engagent toutefois à l'action. La Côte d'Ivoire reste déterminée à apporter des réponses appropriées. Since 2011, the National Oversight Committee, which I chair, and the Interministerial Committee have carried out actions to curb child labor. Depuis 2012, nous avons implanté 3 plans nationaux successifs pour combattre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être adopté avec un budget de 127 millions de dollars américains, soit 63,5 milliards de francs CFA, pour s'attaquer dans une approche holistique aux causes profondes de ce phénomène. La première dame Dominique Ouattara plaide pour la levée de la menace d'embargo des États-Unis sur le cacao ivoirien. Une menace qui, loin de freiner le travail des enfants, ruinerait tous les efforts consentis. Un plaidoyer, bien entendu. Et je vous le disais en titre, une délégation de l'Ordre de Malte est en Côte d'Ivoire pour la consécration de la chapelle de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo de Tiasalé. En marge de cette consécration, la délégation a été reçue en audience hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au sortir de cette rencontre, le prince de la Rochefoucauld-Mobel a indiqué que son pays entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. C'était au micro RTI 1 de Kolo Coulibaly.
Une délégation de l'ordre souverain de Malte chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement et ses hôtes ont parlé de la coopération dans le domaine de la santé. L'ordre de Malte a doté l'hôpital Saint-Jean-Bodo de Tiasalé d'une chapelle dont la consécration vient d'être faite. L'hôpital, ce n'est pas que des murs. L'hôpital, c'est aussi des soins. L'hôpital, c'est aussi de la compassion. C'est de la présence auprès de la personne qui souffre. C'est aussi un cadre de travail pour les personnels soignants. C'est aussi l'excellence. Nous venons de signer une convention avec le ministère de la Santé pour pouvoir continuer ce type de projet, surtout dans le cadre de la formation. Et le Premier ministre a été très ferme dans ses intentions. Dans l'année de la solidarité qui a été mise en place par le Président de la République, eh bien, de faire en sorte que nous puissions, sous une forme de partenariat, bien sûr, fidèle dans la durée, eh bien, être des acteurs pour que les populations puissent avoir les meilleurs soins, puisque nous serons aussi formateurs pour les personnels. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé, inauguré par le président Alassane Ouattara il y a 4 ans. La chapelle et le pôle mère-enfant marquent la fin de la réalisation de ce projet. La délégation de l'Ordre de Malte s'est réjouie de l'excellence des relations entretenues avec la Côte d'Ivoire. On reste dans les locaux de la primature, à l'auditorium précisément, où Eugène Akaouele, juste après cette audience, était l'invité des rendez-vous du gouvernement. Cette plateforme d'échange entre les journalistes et les membres du gouvernement. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a évoqué la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire de 2011 à 2019. Salima Toudia y était pour RTI. Il s'est prêté à l'exercice, les rendez-vous du gouvernement. Dans son grand oral face à la presse, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décliné les principales réalisations du gouvernement en matière de santé. D'importantes réformes ont été réalisées. La réforme pharmaceutique est marquée par le changement du statut de la pharmacie de la santé publique qui passe d'un établissement public national à une association sans but lucratif pour la rendre plus performante. Quant à la réforme hospitalière, elle est caractérisée par le changement du statut des structures de soins en établissement public hospitalier pour augmenter leur performance. Des lois ont été adoptées, notamment celle portant loi d'orientation en santé publique, la loi anti-tabac, afin de protéger tous les citoyens ivoiriens des méfaits du tabac. Au niveau du programme social du gouvernement, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle demeure un engagement réalisable dès le 1er octobre 2019. Au total, 373 établissements sanitaires de premier contact de niveau secondaire et de niveau tertiaire ont été réhabilités sur l'ensemble du territoire et 89 sont en cours de réhabilitation. 274 structures sanitaires ont été construites, notamment à Gagnoa, Yamoussoukro, Tiasalé et Abidjan, et 10 autres sont en cours de construction. Le cas du CHU de Yopougon a été évoqué. Le CHU de Yopougon sera effectivement fermé. Le CHU de Yopougon nous pose beaucoup de problèmes en fonctionnant dans l'état où il est, que si nous le fermons. Nous avons effectué une tournée dans la zone de Yopougon à l'effet de vérifier l'existence des services à même de recevoir les patients dans le sens de la continuité des services. La politique nationale de lutte contre le VIH-Sida a également été abordée. On observe une baisse de 30% en 10 ans des nouvelles infections à VIH, passant de 25 000 en 2009 à 17 000 en 2018. Et un renforcement de la mise sous traitement ARV des PV-VIH avec le nombre accru de personnes sous ARV. De 2011 à 2018, le budget de l'État consacré à la santé serait passé de 105 à 415 milliards, démontrant ainsi les efforts du gouvernement en matière de santé. On en vient maintenant à cette rencontre PNUD, ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Une rencontre qui a lieu dans le cadre des prochaines journées nationales de souvenirs et de pardon. Le programme des Nations Unies pour le développement entend y apporter son concours pour la bonne marche de l'événement. Les précisions d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, veut accompagner le gouvernement ivoirien dans sa mission de rapprocher les Ivoiriens.
Le représentant résident par intérim de cette agence onusienne a fait cette annonce lors d'une audience avec la ministre Maria Toukoni. Le premier responsable du PNUD en Côte d'Ivoire a salué les efforts de la ministre dans la mise en œuvre du chantier de la cohésion sociale. Nous avons échangé sur le cadre de coopération entre le PNUD et le gouvernement de Côte d'Ivoire, principalement sur la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale, ainsi que le programme national de développement communautaire. Et nous nous sommes engagés à renforcer cette coopération pour le bien-être des populations ivoiriennes. Le PNUD entend consolider les acquis et renforcer cette coopération pour s'investir davantage afin que la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté contribuent effectivement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Dans cette même dynamique, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a partagé avec son hôte un projet majeur de cohésion sociale. À cette audience, les questions relatives à la lutte contre la pauvreté ont aussi été évoquées. Pour rappel, le PNUD appuie les initiatives du gouvernement comme par exemple les dialogues intercommunautaires. Cette activité permet aux populations d'une localité de se parler et d'identifier elles-mêmes des sources de conflits et d'y proposer des pistes de solutions. On va à présent parler agriculture. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, en plus du coton et de l'anacarde en matière de culture de rente, il faut également compter avec la mangue et le karité, même si ces derniers peinent à se moderniser. Toute chose que l'ONG Technoserve veut corriger. D'où l'organisation d'un atelier pour tenter de définir les facteurs clés pour améliorer les activités de production, de transformation et de commercialisation. On suit la correspondance d'Ami Sissoko. Les filières mangue et karité, deux filières insuffisamment organisées selon l'ONG Technoserve, spécialiste du secteur agricole. Pour donc aider les acteurs à rentabiliser ces filières, elle tient un atelier de réflexion à Korogo. Durant 3 jours, experts, acteurs, partenaires techniques et financiers devront identifier les acquis et les freins de ces deux filières. Le but, proposer une stratégie de développement orientée vers la production, la transformation, la distribution et la promotion de l'accès à plus de marchés. Un aspect qui est insuffisamment exploité, c'est tout ce qui concerne le marketing local que ces filières-là peuvent exploiter pour vendre plus de produits de meilleure qualité, déjà en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger. L'accès au financement aussi. Ces filières sont insuffisamment ou en tout cas pas clairement comprises de la part de notre secteur financier local. Aujourd'hui, le karité ivoirien bénéficie d'un accès au marché américain et européen. Considéré comme l'or blanc des femmes du Nord, son taux d'exportation a augmenté de 600% selon l'ONG Technoserve. La modernisation de ce secteur s'impose donc. Quant à la filière mangue, le rendement annuel est de 2 à 3 tonnes à l'hectare en Côte d'Ivoire, loin des standards sud-américains de 10 à 15 tonnes à l'hectare. Un rendement faible qui constitue un frein vers le développement des activités à valeur ajoutée. Il nous faut des fonds de roulement pour pouvoir acheter la mangue, beaucoup de mangue et pouvoir transformer en très peu de temps. C'est surtout ça le handicap. La filière a besoin d'être mécanisée. Et jusqu'à présent, nos femmes ramasseuses, cueilleuses, travaillent toujours avec les mains pour le barattage, pour le ramassage. L'ONG Technoserve existe depuis 50 ans. Elle est présente dans 30 pays à travers le monde. Sa mission, développer le plus grand nombre de petites et moyennes entreprises, rentables et pérennes. Souvenez-vous, dans la nuit du 26 au 27 août dernier, un incendie avait ravagé une partie du marché de Bouaké. 3 semaines après le drame, les ministres Souleymane Diarra du Commerce et Amadou Koné des Transports se sont rendus sur place pour apporter la compassion du gouvernement aux commerçants sinistrés. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Entrée sud de Bouaké, le ministre du Commerce et de l'Industrie signe son arrivée. C'est en compagnie du ministre des Transports qu'il est reçu à la préfecture de Bouaké. Le 27 août 2019, sous le coup de 2 heures du matin, un incendie ravageur avait plongé dans le désarroi de nombreux commerçants d'oignons et de poissons séchés. Sensible à cette épreuve, le gouvernement vient ainsi pour apporter ainsi sa compassion et toute sa solidarité aux commerçants de Bouaké.
Une visite du marché incendié a permis de voir les efforts consentis par les commerçants eux-mêmes. On a fait les efforts. On a vraiment la possibilité de prendre des crédits rapidement, en moins d'une semaine, 2 semaines, et puis pouvoir reconstruire rapidement. De quoi réjouir les émissaires du gouvernement. Heureux de constater qu'eux-mêmes se sont organisés grâce aux structures de financement qui sont disponibles pour rebâtir leur espace de travail. C'est encouragé. Nous avons souhaité venir nous-mêmes, venir en tout cas nous rendre compte de ce qui s'est passé et apporter la compassion officielle du gouvernement aux commerçants sinistrés. Et puis également leur apporter tout à l'heure des nouvelles concernant la politique du gouvernement en matière de promotion du commerce en Côte d'Ivoire. Au centre culturel Jakaka, où la délégation était attendue par les commerçants, les bonnes nouvelles se sont succédées. Le chef de l'État a déjà pris les dispositions pour la construction d'un nouveau marché central ici à Bouaké. Les fonds sont déjà disponibles, donc quelques études sont en train d'être finalisées. Et normalement, selon le calendrier qui nous a été communiqué par les parties prenantes, avant la fin de l'année, les travaux du nouveau marché central de Bouaké seront lancés. Au cours du mois d'octobre prochain, je viendrai moi-même ici à Bouaké pour installer le nouveau conseil d'administration et annoncer également la mise en œuvre des travaux de réhabilitation du marché de gros dans le cadre du programme global de restructuration de 22 milliards de francs CFA sur 10 ans. Nous bénéficions d'un financement de la Banque mondiale de 900 millions. C'est Bouaké qui gagne avec tous ces projets. Avant de prendre congé des commerçants, le ministre Souleymane Diarra Souba a remis un important don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 20 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. C'était un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les douanes ivoiriennes améliorent leurs relations avec les usagers. Elles ouvrent une nouvelle fenêtre de régularisation aux redevables, ce qui devrait permettre de faciliter le recouvrement des sommes dues à l'État. Si vous êtes opérateur économique et qu'il vous arrive de faire des erreurs ou si vous remplissez difficilement vos obligations déclaratives, vous n'avez qu'à vous rapprocher de l'administration douanière. Les explications de Lancine Bakayoko. Imaginez un salarié qui retourne chez son banquier avant même un quelconque contrôle pour lui déclarer un trop-perçu ou alors un citoyen se rendre à la police avant toute enquête pour déclarer la découverte d'un objet reçu indûment. Pour les douanes ivoiriennes, cette procédure de régularisation des obligations déclaratives est une opportunité pour les opérateurs économiques de rattraper les manquements au code des douanes. Le rôle de la douane d'exposer ces procédures pour que les opérateurs puissent en profiter sans frais. Donc c'est un partenariat qui est en cours et nous venons chaque fois avec de nouvelles solutions pour faire avancer ce partenariat qui est gagnant pour l'ensemble de l'économie du pays. Il s'agit pour l'administration douanière non seulement d'inciter les redevables à se conformer volontairement à la réglementation, mais mieux encore d'encourager la bienveillance des usagers vis-à-vis des caisses de l'État, notamment en matière de recouvrement. Les opérateurs économiques qui ont souvent eu maille à partie avec les douanes pendant les périodes de contrôle mesurent la portée de cette action. C'est important pour nous à la fois de sécuriser les finances de l'État, mais également de pérenniser les activités des entreprises. Et c'est pour cela que nous créons ce cadre de facilité et d'échange pour expliquer à ceux qui ont des préoccupations par des spécialistes et des réponses qui leur permettent en fait d'éviter à répétition ou de se faire amender. Moins de 3 mois après l'entrée en vigueur de ce dispositif de régularisation des obligations déclaratives, les douanes ivoiriennes ont pu encaisser près d'1 milliard de francs CFA. Allons-y maintenant au Cameroun, où vient de se tenir la 42e session du conseil d'administration du CRADAT, le Centre régional africain de l'administration du travail. C'est une rencontre axée sur la redynamisation de l'institution sous-régionale, une institution qui rencontre en ce moment d'énormes difficultés. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial sur place, son compte rendu. Le CRADAT, Centre régional africain du travail, a été créé en 1964, basé à Yaoundé au Cameroun. Elle a pour mission essentielle la recherche, les études et la formation des cadres africains dans le domaine du travail. Aujourd'hui, cette institution panafricaine de 18 pays membres est à l'agonie. Il nous faut un nouveau souffle de vie.
Une préoccupation des travaux de la 42e session ordinaire du conseil d'administration. Il était nécessaire de réorienter le CRADAT, de lui donner une nouvelle impulsion. Et le CRADAT a donc amélioré son offre de formation et développé ses interventions en matière de recherche. Mais ceci étant, il était nécessaire d'adapter les statuts du CRADAT à cette nouvelle réalité. Donc cette session sera l'occasion pour les experts et ensuite pour les ministres de doter le centre d'une nouvelle configuration avec la révision des statuts. Les experts des pays membres proposent au ministre d'autres vocations et stratégies pour l'amélioration de la formation des cadres africains. L'offre s'est développée de façon qualitative et quantitative. Le CRADAT est en train de finaliser un processus pour se doter d'une école doctorale. Il est passé au système LMD. Pour ce qui est de la recherche, avec le système LMD, il y aura des recrutements d'enseignants du niveau doctoral, puisque le CRADAT est en train de s'affilier au CAMES. Il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir développer une coopération avec les écoles nationales d'administration des différents États membres. Après Genève, cette rencontre ordinaire de Yaoundé permettra au président du conseil d'administration, l'ivoirien Pascal Kokou Abina, et à ses pairs de trouver les ressources nécessaires pour redynamiser le CRADAT. Dimbokro est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à 240 km au nord d'Abidjan, dans la zone d'influence du royaume baoulé. La ville se prépare à accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La route pour s'y rendre est totalement refaite. Elle est belle et elle garantit aux automobilistes sécurité et sérénité. Dimbokro, via Toumoudi, est à 260 km d'Abidjan, la capitale économique, et 60 km de Yamoussoukro, la capitale politique. Seulement 30 km séparent le chef-lieu de la région du Bélier de Dimbokro. La route qui relie ces deux localités connaît un fort taux de fréquentation. Automobilistes et usagers s'accordent pour dire qu'il est aisé de l'emprunter en son état actuel. À la faveur de la visite d'État dans la région d'Unzi du président de la République Alassane Ouattara, les obstacles sur cette route sont en train d'être levés, comme ici dans le village de Lukuyaoukro, à équidistance entre Toumoudi et Dimbokro. En cet endroit, il y avait danger en permanence. L'eau de pluie charriait le sable et venait s'amonceler sur la voie, causant d'énormes dégâts. Avec les travaux en cours d'exécution sur cette partie du tronçon, c'est un soulagement pour les usagers. Il y a au moins 6 mois de cela, si j'ai la bonne mémoire, pour ce même tronçon ici, précisément là où nous sommes arrêtés, il y a quand même qui a fait sortir de route ici à cause du mauvais état de la route. Mais je pense qu'avec ces travaux qui sont en train de se mener au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà très bon pour ce petit tronçon. On va encore terminer, mais c'est déjà bon. Notre souhait, c'est que la voie soit bien propre. De la manière dont on commence, on a bien terminé. Ayant subi plusieurs années de calvaire sur l'axe Toumoudi-Dimbokro, réputé être un repère de coupeurs de route dans un passé proche, les usagers de cette route retrouvent le sourire. C'est depuis 2018 que le gouvernement a engagé les travaux de réhabilitation de cette route. D'importants travaux y ont été réalisés avec traitement de points à temps et points critiques. Les nids de poules ont été comblés, les accotements débarrassés des hautes herbes pour donner une meilleure visibilité aux automobilistes. Des portions entières de bitume ancien et dégradé ont été décapées et remplacées par une autre couche d'épaisseur supérieure. Voyager jusqu'à Dimbokro aujourd'hui est redevenu agréable et sans le moindre souci de la vie des usagers de cette route. Venir à Dimbokro, actuellement, on peut dire que c'est plus ou moins bien par rapport aux années ultérieures. Voilà. Parce qu'aux années ultérieures, la voie était quasiment impraticable, avec des trous à gauche, à droite. Voilà. Donc la conduite était très difficile. Mais actuellement, à moins de 2h, 2h30, c'est déjà à Dimbokro, c'est déjà bon. Oui, l'année s'est passée là vraiment à 10 minutes pour arriver ici. Tu vas mettre au moins à 30 minutes. Donc maintenant, c'est bien. Ah, au moins à 15 minutes, à 10 minutes, tu es ici. Ah oui, c'est bon. Ils ont arrangé. Donc on est content. Oui, j'ai appris ça que le président vient à Dimbokro. C'est bien. Bon, ils ont construit des dispensaires. On n'a pas logement des infirmiers. Vraiment, ça nous bloque. L'eau à pompe ici, là, bon,
Avant, le village est petit. Et maintenant, il y a des gens, on est un peu nombreux. Donc ça ne suffit pas. Attente légitime qui donne le sens et la portée de la visite du président Alassane Ouattara en visite d'État à Djimbokro et également à Bokanda et Kwasi-Kwasiko. La ville, au soleil radieux pour évoquer la chaleur constante en toutes saisons dans cette localité, va connaître un accroissement de sa population. La ville elle-même va tirer de cette visite d'État de nombreuses sources d'opportunités. L'accès à Djimbokro devenu aisé, un reportage signé Eugène Atoubé à revoir sur tous nos réseaux sociaux. La semaine dernière, à l'occasion de la célébration de ses 10 ans, le journal de l'économie a organisé une série de conférences pour parler médias, production littéraire et entrepreneuriat féminin. C'était autour du thème « Les enjeux de la transformation numérique dans les médias et les entreprises ». Le témoignage de Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Les enjeux de la transformation dans les médias et les entreprises, les contraintes et espoirs de l'entrepreneuriat féminin. Voici autant de thèmes abordés lors de la session d'échange organisée par cet organe de presse spécialisé en économie. Des panels enrichissants avec des propositions pour redorer le blason de la presse nationale. C'est surtout un moment de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les années à venir. Comment on surmonte les difficultés, les écueils qui sont les nôtres. Les entrepreneurs de presse devraient considérer leurs produits, les produits presse, comme un produit marchand à vendre, à commercialiser, soumis aux lois de l'offre et la demande. Il faut réinventer le modèle économique de la presse. Il faudra adapter la distribution de la presse au lieu de la distribution classique qui est la messagerie. Il faudra intégrer les nouveaux médias, il faudra intégrer justement le digital et le numérique. Cette conférence a été initiée dans le cadre des 10 ans du journal. Nous pensons modestement qu'on a quand même fait en sorte d'amener la population, le lectorat, à avoir d'autres alternatives que le tout politique. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire en sorte d'amener chacun autant qu'on est à pouvoir initier des activités génératrices de revenus, à pouvoir affiner son CV, à pouvoir être présent sur le marché de l'emploi, à pouvoir se former. Le journal de l'économie est un hebdomadaire créé en 2009. En 2018, l'organe de presse a reçu le prix du meilleur journal spécialisé par l'autorité nationale de la presse. Elle aussi a 10 ans de carrière, 10 ans qu'elle occupe la scène musicale ivoirienne, 10 ans qu'elle détient la couronne. Elle est reine du coupé décalé. Kewa Bailly Claire, dit Claire Bailly. Et samedi dernier, au Palais de la Culture de Treichville, la première dame du coupé décalé a célébré ses 10 ans dès cette décennie de carrière avec des milliers de fans. Rythme, couleur, chorégraphie, tout y était pour le bonheur de ses mélomanes. Serge Pacom Didi, Franck Quadion. Bailly Kewa Claire, le nom ne dit pas grand-chose, mais à l'énoncer, Claire Bailly, assurément, ne laisse pas indifférent. Tiens ça, à qu'on n'ait pas à demander, doigt ou des concepts à n'en plus finir dans le pur style coupé décalé, 10 années de présence dans le showbiz et une première scène en concert live. Pour mes fans de mes 10 ans de carrière, je rends hommage à Arafat et j'avais promis que j'allais déménager. Une artiste sur scène, cela n'est pas anodin. Dans le monde du coupé décalé, un milieu fortement dominé par les hommes, d'où la symbolique de l'instant. Ce concert, initialement prévu le 30 août dernier, reporté en raison du décès tragique de l'artiste Arafat Didier, est resté cependant dans le contexte. Claire Bailly a rendu hommage à son confrère en présence de la compagne de l'artiste, de sa famille et de ses inconditionnels, les Chinois. Au roi du coupé décalé. Voilà. Nous sommes venus soutenir Claire Bailly par la même occasion. C'était important pour elle de rendre un hommage à son ami et frère Arafat. On l'accompagne. Un spectacle qui n'a pas laissé indifférent. Le public, les artistes locaux et même ceux venus d'ailleurs ont gratifié la chanteuse d'une bonne note pour sa première. Je suis vraiment très ému parce que j'ai vu qu'elle a beaucoup travaillé et puis on est vraiment fiers d'elle. On est ensemble. Zouglou coupé décalé, c'est la famille. Claire Bailly, c'est une icône de la musique du coupé décalé au féminin et nous sommes là. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je lui souhaite encore de longues années. Alors je souhaite que Claire Bailly
continue dans son œuvre. Le spectacle haut en couleur, rendu comme une fête à d'Au-Revoir au Coupé-Décalé, Claire Bailly décide désormais de consacrer la suite de sa carrière au gospel avec des compositions religieuses. Merci l'artiste et bonne continuation. Hier jeudi, après la fin de la visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi en Belgique, une étape supplémentaire avait été rajoutée, à savoir une rencontre avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le fait d'avoir ouvert la maison Schengen et d'avoir permis le retour de l'ambassadeur européen à Kinshasa a donné des gages à l'UE. Les deux hommes ont surtout discuté de la relance de la coopération entre l'Europe et la RDC, même si la question des sanctions européennes à l'encontre de la RDC est présente dans tous les esprits. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous, nos programmes se poursuivent.